Office 360. Je suis quelqu'un d'assez militant et qui a aussi une conscience politique et une conscience sociale. Et c'est important pour moi de mélanger ou de faire que les choses ont un sens globalement aussi dans ce qu'on fait la journée et dans comment on gagne sa vie. Avec Vocatio, nous sommes à la croisée entre entretien d'embauche et biographie, nous permettant de mettre en lumière nos professionnels capables de relever vos défis. Dans ce podcast, nous explorons leur parcours et leur valeur ajoutée en leur posant des questions ciblées, puis nous vous offrons à chaque fin d'épisode un résumé RH de leur profil. Aujourd'hui, nous rencontrons François qui allie technologie, infrastructure et durabilité dans son quotidien. Bonjour François, merci d'être là aujourd'hui. Le but de cette session, c'est de vous découvrir et puis de comprendre qu'est-ce qui vous intéresse professionnellement. Donc la première question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui, c'est pour chaque période de changement dans votre carrière, quelle a été la raison de vos choix ? J'ai une carrière déjà assez longue puisque j'ai un peu plus de 50 ans. J'ai changé plusieurs fois de métier, d'endroit, d'environnement et à chaque fois, c'était une suite d'opportunités, donc soit de vie privée, soit de vie professionnelle. Les deux se mélangent avec un choix de suivre la vie privée plutôt que la vie professionnelle, premier point. Et autrement, j'ai toujours été guidé par le fait d'acquérir des cartes à jouer dans un jeu professionnel. Et ces cartes, c'est des cartes techniques, des cartes liées notamment à tout ce qui est autour de l'émergence d'Internet et qui donnent une valeur sur le marché économique. Et puis autour du métier, donc le métier, c'est je suis ingénieur, j'ai une casquette aussi où je peux parler de développement durable, des enjeux dans un contexte d'ingénierie. Pourquoi à la base avoir choisi de devenir ingénieur ? J'ai choisi de devenir ingénieur parce que quand on a 17-18 ans et qu'on doit choisir quelque chose et qu'on a la possibilité d'être ingénieur, ça représente une solution, enfin pour moi, parce que du coup, je me disais que j'avais pas à choisir et à m'empêcher d'être quelque chose, mais qu'au contraire, j'allais me donner des armes au niveau technique et intellectuel, alors c'est plus scientifique, qu'au niveau diplôme, pour avoir une visibilité, une carte à jouer sur le milieu du travail. Et donc, commencez votre carrière en tant qu'ingénieur en environnement ? Non, en fait, parce que je commence par une thèse, fait un doctorat sur la façon dont les outils e-learning, de la simulation e-learning, c'est de l'Internet, s'appliquent à la gestion de problèmes environnementaux. Ça me met dans le monde de la bulle Internet directement, alors que au début de mes études d'ingénieur, Internet n'existait pas. Et 5 ans après, Internet existe. Et puis pourquoi vous avez choisi ce sujet de thèse ? Moi, j'ai toujours été très sensible aux enjeux de l'environnement dès le début. À l'époque, ça s'appelait pas développement durable, ça s'appelait gestion et traitement des déchets. Je suis quelqu'un d'assez militant et qui a aussi une conscience politique et une conscience sociale. Et c'est important pour moi de mélanger ou de faire que les choses ont un sens globalement aussi dans ce qu'on fait la journée et dans comment on gagne sa vie et de comment on contribue à l'élaboration de la société. Ce sujet de thèse, c'était parce que c'était l'opportunité de parler d'environnement pour les entreprises, parce que c'était de la gestion de problématiques environnementales au niveau des entreprises. Comment gérer ces pollutions d'eau, c'est un problème scientifique, parce qu'il fallait mesurer, piloter des modèles mathématiques de diffusion de pollution dans des nappes phréatiques. Et puis c'était aussi une dimension d'innovation digitale, parce que c'était la création de nouveaux outils Internet, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas du tout. Donc il y avait tout un champ d'exploration, et moi je trouvais ça, je suis assez créatif aussi. Et puis comme je suis assez fort en informatique, ça m'a pas posé de problème d'apprendre à programmer, à développer et tout ça. Et du coup, j'ai pu faire partie de l'émergence de la bulle Internet et des startups en 2000, voilà, dans toute cette époque-là. Et donc après, vous avez une introduction dans le marché du travail en lien avec votre thèse ? Alors oui. Donc moi j'ai fait une thèse aux États-Unis. En revenant en Europe, je suis allé vivre à Barcelone. Pour des raisons privées. Donc ça, c'était un choix important dans ma vie à la fin de ma thèse. J'ai eu un premier travail en tant qu'employé de recherche. J'étais à l'école des mines. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de choisir soit d'aller travailler pour l'ONU au Kosovo, parce qu'ils m'auraient lancé dans une carrière internationale onusienne, ou d'aller tenter ma vie avec mon amoureuse de l'époque et d'aller découvrir Barcelone. Et en fait, moi, j'ai vendu mon résultat de thèse à 2 grosses sociétés, ce qui m'a permis de me lancer en tant qu'indépendant. Et puis après, je suis quelqu'un qui a aussi navigué dans plusieurs structures, donc aussi bien en étant freelance, en étant consultant, qu'en étant à la direction de petites structures ou en travaillant dans des grandes structures, en étant détaché. Et à chaque fois, quand j'ai changé de direction, ça a été un peu, si on prend un trousseau de clés avec ces 3 clés, j'en ai changé une
en valorisant les autres. Et en venant amener une expérience, par exemple, on peut amener une expérience d'indépendant dans le milieu Internet pour aller accompagner le développement d'une structure un peu plus grosse dans son développement digital. Donc, c'est une suite d'opportunités. C'est pas forcément un plan stratégique. C'est qu'à des moments, on est en accord avec les attentes ou des demandes du marché. Et personnellement, on part en fin de quelque chose, mais quand même au bout d'une expérience. Donc, soit un ras-le-bol de l'informatique avec l'envie d'aller faire plus de développement durable, soit un ras-le-bol de l'indépendance. Alors, voilà. Donc, tout ça fait qu'il y a des cycles, en tout cas pour moi, dans ma vie, où à un moment donné, j'ai eu, alors, soit l'occasion, soit j'ai dû changer. Il y a les deux qui se présentent. Vous avez fait beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi la direction, le fil rouge? Alors maintenant, je travaille du coup dans le développement international, sur des contrats de construction. C'est une boîte de logiciels. Un contrat de construction, c'est comme un contrat de mariage. Ça réunit des gens qui vont travailler ensemble sur un projet à long terme. Il faut dérisquer l'ensemble du processus pour qu'il n'y ait pas de dispute. Je dis ça parce que dans ce que j'ai envie de faire dans le futur, j'ai envie de travailler toujours là-dedans. Donc moi, je suis quelqu'un qui fait de la médiation entre différentes institutions, différents acteurs qui peuvent avoir des enjeux, des intérêts et des tailles différentes et des cultures différentes, mais qui doivent, sur un projet particulier, se mettre d'accord pour livrer quelque chose. Avant le travail que j'occupe actuellement, j'ai développé une ONG dans l'humanitaire qui s'occupait de ça, qui s'occupait de mettre ensemble le secteur privé, donc qui cherche à faire de l'argent avec des gens qui servent à sauver des vies, et avec les banques qui servent à financer tout ça. Et puis c'est des mentalités, c'est des intérêts qui sont pas les mêmes. Et du coup, il faut que ces gens-là ils se mettent d'accord sur la façon de travailler. C'est clair que vous semblez vous épanouir lorsque les choses évoluent et puis lorsqu'il y a une possibilité d'explorer de nouvelles approches, de nouvelles solutions. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de situation où vous avez été capable d'apporter une structure ou de la clarté à une situation changeante ou floue, et puis en particulier une situation qui vous a poussé à aller au-delà de ce qui était attendu au départ? La première, c'était ce mandat que j'avais de développer la présence digitale et de mettre à jour la façon dont une institution était présente en ligne, sachant que Internet, ça a quand même beaucoup demandé des organisations de se réinventer. Et puis, donc mon mandat, c'était de, quelque part, développer la présence digitale et le revenu lié à cette activité. Et en fait, dans la façon dont j'ai exploré, la façon dont je suis allé quelque part au bout de cette mission, il y avait pour moi le constat que l'institution n'était pas dimensionnée, structurée pour mener à bien l'ensemble du potentiel qu'elle avait pour développer son activité en ligne. Et donc, ça a créé un peu une division dans la structure. Une partie qui voulait continuer comme avant et une partie qui voulait changer, mais c'est la partie qui voulait suivre comme avant qui a gagné. Et après, la deuxième chose, c'est cette histoire de comment est-ce que le point de détail d'un contrat de construction. Un contrat de construction, c'est un contrat de mariage, hein. Alors, beaucoup plus détaillé, mais c'est des gens qui vont se marier ensemble. Et puis, qui peut mettre en évidence, à un moment donné, un malentendu total, ou en tout cas inconnu, des territoires inexplorés sur la façon dont on va partager les responsabilités, les bénéfices, les risques, qui ont fait remonter tout d'un coup le fait que je suis devenu quelqu'un qui était compétent dans un domaine que je ne maîtrisais pas spécialement, en fait, qui était comment le secteur privé, le secteur humanitaire. Donc, c'est des discussions sectorielles. On n'est pas que dans la construction, on est dans le concept de secteurs qui parlent entre eux. En fait, ces secteurs-là ne se connaissaient pas et comment il fallait inventer des plateformes pour qu'elles se parlent. Je dis ça parce que ça m'a appris à avoir cette casquette de médiateur entre deux côtés qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui n'attendent pas la même chose de l'autre. Moi, j'ai créé des comités dans des structures dans lesquelles on pouvait parler de ça, donc parler dans des conférences, j'ai réuni des gens, on a fait des projets pilotes, et tout ça, c'est comment naviguer dans des structures institutionnelles. En gros, c'est comment l'ONU va pouvoir parler à Nestlé, quoi. Est-ce que vous pourriez nous décrire un moment où votre travail a eu un fort impact, même si vous n'étiez pas la personne la plus éloquente dans la salle? Peut-être le moment où ça a eu le plus d'impact, c'est quand j'ai pu montrer, sans faire vraiment exprès, que les résultats de l'implantation de l'outil digital permettaient de faire de la vente en ligne, des contrats de construction de la boîte pour laquelle je bossais, la Fédération internationale, que du coup les chiffres étaient beaucoup plus élevés qu'avant. Il y avait un taux de visibilité. Et ça a eu un impact plus qu'un discours, en fait. Ça se voit par des chiffres qui montent de vente, quoi. Hop. Voilà, donc ça, c'est imparable. Donc, dernière question. Quelle serait, selon vous, votre valeur ajoutée? Alors, le première valeur ajoutée, c'est de pouvoir naviguer dans un écosystème d'acteurs internationaux
institutions, gouvernements, secteur privé, associations, et là-dedans avec les outils logiciels, donc comment est-ce qu'on utilise un CRM, comment on utilise HubSpot, comment on utilise LinkedIn, comment on utilise des outils qui permettent d'avoir des informations, des bases de données, et comment digitalement on va contacter ces gens-là. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je maîtrise. Le deuxième truc, sur la construction en Suisse, piloter l'implantation des seins efficaces, pertinent, adéquat de ce projet d'infrastructure en consultant les habitants, les associations citoyennes de protection de l'environnement, la réglementation, les équipementiers techniques qui sont là. Donc, c'est d'être au courant des territoires de friction possibles et de malentendus possibles et de pouvoir identifier et d'éviter dès le début le malentendu et le fait qu'on soit pas d'accord sur un cahier des charges ou qu'on n'ait pas envie ou qu'on n'ait pas exprimé le fait que un projet pouvait avoir des impacts. Donc moi, ma valeur ajoutée, elle est de pouvoir dessiner et piloter et appréhender l'ensemble des problèmes qui peuvent émerger dans ce cadre-là. C'est à présent le temps de passer à notre appréciation. Nous avons pu cibler le profil de François grâce à un test conçu et réalisé par Opsis 360 visant à déceler son fonctionnement en milieu professionnel. Dans l'exercice de ses fonctions, François fait preuve d'une forte motivation qui le pousse à viser l'excellence. Il est par conséquent continuellement à la recherche de sens ou d'évolution dans ses missions. Cette caractéristique se traduit concrètement par le fait que François ne se contente jamais de livrer le minimum et qu'il recherche constamment à s'améliorer, que ce soit par des défis personnels ou par engagement envers les résultats. Sans surprise, François révèle une appétence marquée pour la nouveauté, la remise en question constructive et l'adaptation à des environnements dynamiques. Cette orientation peut se traduire par une capacité à être créatif et une bonne tolérance à l'incertitude. Cependant, François a besoin dans son environnement professionnel de stabilité. Il cherchera donc à organiser son travail en plaçant des repères structurants. Cette combinaison, adaptabilité plus stabilité, est peu commune et peut s'avérer précieuse dans des contextes complexes où il faut innover tout en respectant un cadre. En termes de collaboration, François est à l'écoute de son équipe. Il peut se faire discret, car il n'a pas nécessairement besoin d'occuper le devant de la scène pour exister professionnellement. François collabore donc sans chercher à dominer et privilégie des résultats concrets plutôt que la reconnaissance immédiate. L'épisode de Vocatio sur François est à présent terminé, mais la carrière de François continue. Si vous avez été intrigué par son profil et que vous pensez qu'il est l'élément manquant de votre projet, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse contact@opsis360.ch.